Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Forbidden Door, le pay-per-view qui était coproduit par la AEW et la New Japan. Et honnêtement, on a passé un excellent moment hier soir. C'était vraiment un plaisir de voir un show avec des superstars de la fédération japonaise et de la fédération américaine. On a eu plusieurs beaux moments, donc comme d'habitude, je vais vous donner les résultats rapides et je vais surtout me concentrer sur les faits marquants. Notamment hier soir, il faut savoir qu'on a eu une belle surprise. On a eu des débuts et à côté de ça, on avait 2 matchs pour les titres mondiaux. Donc d'abord, il faut savoir que lors du kick-off ou lors du buy-in, on a eu 4 matchs et voici les résultats. Donc d'abord, nous avons Hiroki Goto et Yoshihashi qui ont battu QT Marshall et Aaron Solo. Ensuite, nous avons le représentant du Suzuki-gun, Lance Archer, qui a battu Nick Komurato. Puis le duo composé par Swerve Strickland et Keith Lee a battu Yoshinobu Kanemaru et El Desperado. Et enfin, lors du dernier match du buy-in, on avait un 4 contre 4. Et nous avons Max Caster et le Gun Club qui a battu de DKC, Kevin Knight, Alex Coughlin et Yuya Uemura. Puis on passe à la carte principale et donc déjà directement chapeau au public, car hier soir le public de Chicago était en feu, et comme je vous l'ai déjà répété, les publics lors d'un show de catch ont un rôle très important, car ils peuvent clairement améliorer la qualité du show, et ça s'est vu hier soir. Et donc on a tranquillement commencé avec un 3 contre 3, on a Suzuki, Chris Jericho et Sammy Guevara, qui ont battu Wheeler Yuta, Shota Umino et Eddie Kingston. Et juste une petite remarque par rapport à Wheeler Yuta, qui a vraiment un potentiel incroyable. La foule est totalement derrière lui. Et hier soir, dès qu'il est rentré dans le ring, il a réveillé le public en un instant. Donc vraiment, Wheeler Yuta a un énorme potentiel. Mais c'est pareil pour Shota Umino, qui est en pleine évolution actuellement et qui peut devenir une très grande star lors des prochaines années du côté de la New Japan. Ensuite, on enchaîne avec un winner take all, et donc on avait les champions par équipe de la ROH, les FTR, contre les champions par équipe de la New Japan, Jeff Cobb et Grey Locan, contre Roppongi Vice, une équipe composée par Trent Barreta et Rocky Romero. Et donc les 2 titres par équipe étaient en jeu lors du match, donc les vainqueurs repartaient avec les titres par équipe de la ROH et de la New Japan. Et assez logiquement, j'ai envie de dire, c'est l'équipe qui est en feu actuellement qui a remporté le match, car au bout d'environ 16 minutes, les FTR ont porté leur finisher, le Big Rig, sur Rocky Romero pour la victoire. Donc les FTR sont dorénavant champions par équipe de la Ring of Honor, de la New Japan et également de la AAA. Puis on enchaîne avec le match pour couronner le premier champion All-Atlantic de l'histoire de la AEW. Donc c'était un match à 4 avec Miro contre Pac, contre Malakai Black, contre Clark Connors. C'est ce qui était marrant hier soir, c'est qu'on savait tous que Clark Connors n'avait aucune chance, mais le public de Chicago était à fond derrière lui. Donc franchement, ça a ajouté de l'ambiance lors du match. Et au bout d'environ 15 minutes, on a Pac qui a porté un 450 splash sur Malakai Black, puis il a enchaîné avec le Brutalizer sur Clark Connors pour la victoire. Donc Pac est le nouveau champion All-Atlantic. Et honnêtement, c'est très cool pour Pac qui fait partie des piliers, on va dire, de la fédération depuis la création de la AEW. Mais malheureusement, il a un petit peu galéré ces dernières années, car par exemple, pendant la pandémie, il était bloqué en Angleterre, et il a également eu plusieurs petites blessures ces dernières années, donc on espère qu'on va enfin avoir un beau run solo pour Pac. Ensuite, on enchaîne avec Sting, Darby Allin et Shingo Takagi contre le Bullet Club, les Young Bucks et El Fantasmo accompagnés par Hikuleo. Et pour info, à la base, ça devait être un match 4 contre 4, mais Hiromu Takahashi a été retiré du match et de la Team des Faces, car en fait, ces derniers jours, il avait de la fièvre et donc il n'a pas voyagé aux États-Unis. Et du coup, Hikuleo a également été retiré du match et il accompagnait simplement le Bullet Club hier soir. Donc on a démarré avec l'entrée des Faces, Shingo puis Darby Allin, et derrière on devait avoir l'entrée de Sting. Mais au final, Sting ne fait pas son entrée, donc on enchaîne avec l'entrée du Bullet Club et c'était un plaisir de revoir les Young Bucks avec le logo du Bullet Club, avec leurs anciennes tenues, ça m'a rappelé plein d'excellents souvenirs. Et donc le Bullet Club fait son entrée, mais là d'un coup les lumières s'éteignent, et quand elles se rallument, Sting est sur le décor au niveau de l'entrée, et il saute sur le Bullet Club. Donc vous connaissez Sting depuis qu'il est à la AEW, il n'hésite pas à sauter de n'importe où, il adore ça. Et puis si on s'arrête et qu'on réfléchit pendant un moment, c'est tout de même ouf et improbable d'avoir Sting dans la même équipe que Darby Allin et Shingo Takagi. C'est quelque chose qui était encore improbable il y a quelques années. Donc bon, c'était un petit match pour mettre en avant les faces, qui fait qu'au bout d'environ 13 minutes, Shingo Takagi a porté son finisher Enter the Dragon sur El Fantasmo pour la victoire. On enchaîne avec la championne AEW Thunder Rosa qui défendait son titre hier soir face à Toni Storm.
Et pour info, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que Thunder Rosa est très proche de Dustin Rhodes, aka Goldust. Donc hier soir, elle a utilisé plusieurs prises de Dustin Rhodes pendant son match. Et à la fin du combat, elle a utilisé le finisher de Dustin Rhodes, le Final Reckoning, pour la victoire. Et en toute honnêteté, le match était correct hier soir, mais par contre, je dois avouer que je n'accroche toujours pas avec Thunder Rosa. Il y a quelque chose qui ne clique pas de mon côté, et donc personnellement, j'ai hâte de voir une nouvelle championne du côté de la AEW. Et donc à partir de ce moment-là du show, nous avons Jim Ross qui fait son entrée pour les 4 derniers matchs, car là, on va enchaîner avec d'énormes combats, et on démarre avec Will Ospreay contre Orange Cassidy. Et je sais que beaucoup de personnes n'attendaient pas vraiment ce match parce qu'on a deux styles très différents dans le ring, et Orange Cassidy est vraiment considéré par pas mal de gens comme un catcheur comédie. Les gens ne le prennent pas forcément au sérieux, mais à chaque fois que Orange Cassidy a une opportunité, notamment en pay-per-view, il nous fait rêver, il arrive à nous prendre par la main et à nous faire voyager. Et hier soir, la foule était totalement derrière lui, et plus le match avançait, plus le public popait à chaque move de Orange Cassidy, et à la fin, vous aviez une partie du public qui pensait totalement qu'il pouvait potentiellement battre Will Ospreay. Mais attention, ça ne vient pas uniquement du travail de Orange Cassidy. Bien entendu, Will Ospreay a parfaitement joué son rôle. Le type est parfait dans le ring, mais à côté de ça, faut voir ses réactions. Par exemple, à la fin, à chaque fois que Cassidy se dégageait, Will Ospreay jouait tellement bien le jeu, et c'est là qu'on voit à quel point c'est un catcheur complet aujourd'hui. Donc hier soir, la AEW a vraiment voulu nous montrer que Orange Cassidy peut tenir même face au plus grand. Et attention, à la fin du match, Will Ospreay lui a apporté l'un de ses finishers, le Hidden Blade, son coup de coude. Et là, Orange Cassidy s'est dégagé. Donc c'était vraiment un moment très choquant, car Will Ospreay a battu des dizaines de catcheurs avec ce move. Mais du coup derrière, Will Ospreay a enchaîné avec son autre finisher, le Stormbreaker, pour la victoire. Donc Will Ospreay remporte le match. Mais au final, hier soir, le vrai gagnant était Orange Cassidy. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le match, nous avons Will Ospreay et des membres de son clan qui veulent s'acharner sur Orange Cassidy. Donc là, nous avons Roppongi Vice, Rocky Romero et Trent Barretta qui tentent de sauver Cassidy. Mais au final, Will Ospreay et son clan les détruisent rapidement. Sauf que là, d'un coup, nous avons la musique de Katsuyori Shibata qui retentit dans l'arène. Et donc là vraiment, c'était un bonheur indescriptible, car pour tous les fans de la New Japan, vous savez à quel point Shibata est considéré comme un dieu de la fédération. Il fait notamment partie des 3 nouveaux mousquetaires de la New Japan, mais malheureusement, pour ceux qui ne sont pas au courant, Shibata avait dû prendre sa retraite il y a quelques années suite à des blessures assez graves, mais depuis quelques mois, il effectue un retour. Et donc hier soir, quand sa musique a résonné dans l'arène, on a eu le droit à une énorme pop. Et derrière, on a Shibata qui est venu sauver Orange Cassidy. Et le segment s'est terminé avec Cassidy qui remercie Shibata en lui donnant ses lunettes de soleil. Donc franchement, c'était un très beau moment. Puis on enchaîne avec l'un des matchs qu'on attendait le plus hier soir, car à la base, on devait avoir Bryan Danielson contre Zack Sabre Jr. Mais comme vous le savez, Danielson est blessé, donc il a choisi un remplaçant qui devait le remplacer hier soir à Forbidden Door, mais également ce mercredi lors de Blood and Guts. Et pour info, ce remplaçant sera un nouveau membre du Blackpool Combat Club. Donc là, nous avons Zack Sabre Jr. qui fait son entrée, et derrière, nous avons Cesaro qui fait ses débuts à la AEW. Et quel pop de malade mental de la part du public. On pouvait sentir tout l'amour de la foule hier soir pour Cesaro. On sait que les fans adorent ce catcheur, vous adorez ce catcheur, j'adore ce catcheur. Ça faisait des mois qu'il était agent libre dorénavant, je le rappelle, car une fois que son contrat avec la WWE avait pris fin, eh bien il n'avait pas re-signé de nouveau contrat. Et dorénavant c'est officiel, Cesaro is All Elite. Et pour info, apparemment d'après les médias américains, Cesaro aurait signé un contrat long terme avec la AEW. Donc là on a une situation de rêve, on a un dream match avec Zack Sabre Jr. contre Cesaro qui, pour info, a repris son ancien nom de scène, Claudio Castagnoli, qui est également tout simplement son vrai nom. Et franchement, par rapport à ce match, je trouve que tout était parfait. Les entrées étaient parfaites, la réaction de la foule était folle. 18 minutes de match entre Claudio Castagnoli et Zack Sabre Jr., c'est un rêve. Et au final, Cesaro a ressorti son ancien finisher, la Ricola Bomb, pour la victoire. Et donc perso, vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis heureux de voir Cesaro à la AEW et à quel point lui-même avait l'air heureux hier soir.
Il avait l'air totalement libéré et pour info lors de la conférence de presse après le show, il a précisé qu'il est tellement heureux d'être là, il a envie d'affronter tout le monde en coulisses et il a simplement l'impression qu'il est là où il doit être. Ensuite, on enchaîne avec le match pour le titre de champion du monde de la New Japan. Et donc nous avons le champion Jay White qui défend son titre contre Adam Cole, contre Hangman Page, contre Dieu Kazuchika Okada. Et justement, bien entendu, Okada a été accueilli comme le dieu qu'il est. Toute la foule était totalement derrière lui et c'était magnifique à voir. Et je ne sais pas si vous le ressentez aussi, surtout pour ceux qui sont nouveaux et qui ne connaissent pas forcément Okada. Mais quelle prestance, quel charisme, quelle aura. Ce mec est au-dessus du niveau de superstar. Maintenant, par rapport à ce match hier soir, on a eu un finish très particulier, un finish chelou, que beaucoup de fans n'ont pas compris. Car pour info, à la fin, nous avons Okada qui reprend l'avantage sur Adam Cole dans le ring. Donc là, il lui porte un dropkick, puis il lui porte un slam, un landslide. Et derrière, Okada veut enchaîner avec son finisher, le Rainmaker. Mais là, quand il tente de porter le Rainmaker à Adam Cole s'effondre, donc il évite la prise. Et pendant ce temps, nous avons Jay White qui monte sur le ring. Jay White effectue son finisher sur Okada. Mais là, Okada roule intelligemment en dehors du ring. Donc Jay White ne peut pas effectuer le tombé sur Okada, ce qui fait qu'il voit Adam Cole dans le ring. Et là, il effectue le tombé sur Adam Cole pour la victoire. Mais du coup, c'était très chelou pour deux raisons différentes. La première, c'est qu'en soi, Adam Cole n'avait aucune raison de subir le tombé à ce moment-là et aucune raison d'être KO, car il venait simplement de se prendre un dropkick et un slam. Mais il ne s'était pas pris le Rainmaker, il ne s'était pris aucun finisher, donc en soi, c'est un petit peu illogique qu'il ait perdu aussi facilement. Et l'autre chose un petit peu bizarre, c'est que pendant le tombé de Jay White sur Adam Cole lève l'épaule juste avant le tombé de 3. Donc quand vous regardez bien l'image, on dirait que Adam Cole s'est dégagé avant le compte de 3. Donc clairement la fin n'était pas claire et directement après le match, nous avons un médecin qui vient voir Adam Cole. Ce qui fait que beaucoup de fans en ligne pensaient que Adam Cole était potentiellement blessé. Et pour info, la plupart des fans en ligne pensaient que Adam Cole s'était blessé à l'épaule au moment du Rainmaker. Mais apparemment d'après le journaliste américain Brian Alvarez, Adam Cole aurait potentiellement subi une commotion cérébrale hier soir lors du main event. Et donc c'est peut-être pour cette raison qu'au final on a eu un finish bizarre, car peut-être que l'arbitre a dû mettre fin au match plus rapidement que prévu. Et lors de la conférence de presse après le show, Tony Khan semblait nous confirmer qu'il s'est passé quelque chose lors du main event, car il n'a pas vraiment voulu nous donner des détails, mais il a expliqué qu'il vaut mieux prendre des précautions quand il a une potentielle blessure, et donc ça peut mener à ce genre de finish. Et Tony Khan a également précisé qu'Adam Cole ira bien sur le long terme, donc apparemment, ce n'est rien de très grave. Et donc on passe au main event pour le titre de champion du monde de la AEW par intérim, car je rappelle que le champion du monde CM Punk est actuellement blessé. Donc hier soir on avait un match entre Jon Moxley et Hiroshi Tanahashi pour couronner le champion du monde AEW par intérim. Et tout de suite, j'aimerais faire une petite dédicace aux présentateurs japonais, car pour info, moi j'ai grandi notamment avec la New Japan ou encore la Noah, et j'adore les présentateurs japonais, et notamment la manière dont ils s'excitent quand ils présentent les catcheurs. Vous avez pu le voir hier soir lors de Forbidden Door. Et donc là, que dire? On a une légende, on a Tanahashi qui est l'un des dieux de la New Japan, et en face, on a l'un des plus gros noms de la AEW, Moxley, ancien champion de la fédération. Et le match était excellent. Par contre, le problème par rapport à ce match, c'est qu'en soi, il n'y avait pas énormément de suspense, car je pense qu'on était tous plus ou moins persuadés que c'était bien Moxley qui allait remporter le match. Maintenant, ça n'empêche pas que les deux catcheurs se sont donnés à fond pendant près de 20 minutes, et au final, Moxley a porté son Paradigm Shift pour la victoire. Donc Jon Moxley est le premier catcheur à devenir champion de la AEW, pour la deuxième fois. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le match, on a eu droit à une bagarre générale avec le Blackpool Combat Club et le clan de Chris Jericho. Et donc bien entendu, l'objectif était de nous vendre Blood and Guts, qui aura lieu ce mercredi. Alors honnêtement, c'est pas mal l'idée de vouloir nous vendre Blood and Guts et de motiver les fans à être présents ce mercredi à Dynamite. Mais personnellement, je ne trouve pas qu'on avait besoin de ça à la fin du pay-per-view, et j'aurais préféré simplement finir sur une célébration de Moxley avec Tanahashi. Là, j'ai trouvé que cet angle a un petit peu gâché la fin du show, mais je comprends le fait que la AEW voulait mettre en avant le prochain épisode de Dynamite. Sauf que quoi qu'il arrive, le prochain Dynamite, c'est un Dynamite après pay-per-view, donc la plupart des fans seront devant la AEW mercredi soir. Donc perso, j'aurais préféré une fin plus simple. Moxley qui célèbre,
Et en plus, le fait que les catcheurs commencent à venir petit à petit à la fin fait que beaucoup de personnes ont cru à un moment que Kenny Omega allait peut-être débarquer, mais non pas du tout. On a juste eu une petite bagarre générale pour nous hyper pour Blood and Guts. Donc voilà, c'est tout pour la revue de Forbidden Door, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce pay-per-view unique, qui devrait devenir quelque chose dorénavant d'annuel du côté de la AEW et de la New Japan. Sachant en plus que cette année c'était compliqué, je rappelle tout de même qu'il y avait pas mal de blessés, entre Kenny Omega, entre CM Punk, entre Bryan Danielson, etc. Mais au final on a tout de même eu un excellent show. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!